Bienvenue sur ce premier petit déjeuner Wellness Lab. On est heureux d'accueillir à la fois ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont en présentiel. Donc au menu, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler ce qu'est le Wellness Lab et puis après on entrera dans le vif du sujet qui va animer et même ranimer euh, cette partie bureau avec à la fois quelques chiffres et puis après on verra la partie sujet et cas concret. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un peu ce qu'est le Wellness Lab pour ceux qui découvrent. Alors, ce lab est né en 2016. Il était plutôt digital et maintenant il est devenu figital puisqu'on a la chance d'avoir des bureaux qui permettent d'accueillir aussi des événements. Donc voilà, le but était d'accélérer ce lab et d'aller beaucoup plus loin dans la partie livrable et sujets de manière concrète. Donc, sachant que le but du Wellness Lab, c'est d'être un agitateur du Experience. Alors, UX, pour ceux qui ne savent pas, c'est User Experience. Donc, et le but, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur on va dire, du sujet qui est le bâtiment et les occupants. Donc, pour prendre soin de lui. Donc, il y a un très gros ancrage qui est santé, bien-être et RSE. Donc, et le lab est là pour justement identifier toutes les tendances de fond, à la fois identifier aussi les services, les entreprises novateurs, les équipements. Donc, voilà. Et le Wellness Lab va s'appuyer sur 5 piliers que vous allez découvrir tout au long de l'année, qui sont à la fois dénicheurs de pépites, puisqu'on est en train de travailler sur un gros vivier de start-up, de petites entreprises qu'on mettra en avant lors de Start Dating. On est animateur engagé avec des événements comme les petits déjeuners, les conférences, les safari tours. Et puis bavard assumé, puisque le but, c'est aussi que vous ayez un sujet assez concret à travers des carnets, des magazines qui vous donneront ces éléments concrets. Et tout ça avec une partie testing, et tout ça englobé d'une chaîne YouTube. Donc, vous pourrez découvrir d'un point de vue image tous ces événements-là. Donc, et je remercie les partenaires, parce que pour faire fonctionner un lab, il faut des partenaires. Donc aujourd'hui, dans les partenariats qu'on a au sein de ce Wellness Lab, on a Aviva Investors en termes d'investisseurs, on a Danone en utilisateur, on a Constructa sur la partie property, Bien-être à la carte sur la partie plus conciergerie et hospitality, GSF sur la partie propreté et services associés, Multidex sur la partie maintenance multitechnique, Popod sur la partie restauration alternative et ABC Design sur la partie mobilier. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir avancer toute l'année sur ce lab, sachant qu'on a d'autres partenaires qui sont en train de signer et qu'on vous évoquera plus tard. Donc voilà pour rappeler qu'est-ce que le lab. Donc, ce que je vous propose, c'est donc aujourd'hui autour de table, on a deux personnes qui vont accompagner ce débat et cette réflexion-là, que sont Daniel Breuil, donc directeur général de Bien-être à la carte, donc, et Axel Chabert, qui est responsable prévention santé au sein de l'association Et la Santé, donc qui est là pour nous amener un œil d'expert et aussi d'éclaireur. Donc, bonjour à tous. Voilà. Donc le but du sujet pour l'introduire, donc on est sur l'immeuble de bureau et donc ses occupants. Et l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'espace commun de travail qui se redéfinit par la force des choses comme une destination hebdomadaire. Une destination où l'on vit des expériences qui boostent les capacités du collectif et réaniment le sentiment d'appartenance. Observons les bonnes pratiques qui musellent le burn-out et le bore-out pour amuser l'esprit. Donc, quelqu'un peut-il réanimer le bureau, s'il vous plaît? Et pour ça, pour commencer à introduire ce sujet-là, je vous propose de faire un tour d'horizon sur notamment cette notion de santé-bien-être et des chiffres, on va dire, qui vont vous donner un éclairage sur justement ce qui s'est passé pendant notamment la période Covid qui a impacté le télétravail dans les entreprises puisque ça s'est accéléré. Et donc, il y a eu un impact sur l'humain. Et c'est bien de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour ça, on a une charge mentale et une santé mentale qui préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce que on a constaté dans les chiffres que 6% d'arrêt maladie en 2021, donc 95% pour des troubles psychologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 65% des entreprises qui ont connu au moins un arrêt maladie de longue durée pour motif psychologique. Donc on voit bien que cette période-là a impacté quand même le mental des collaborateurs. Donc on a aussi 43% des salariés qui estiment que l'entreprise ne prend pas suffisamment en compte les états de souffrance. Donc ça veut dire que le collaborateur quand même donne un signe à son entreprise qu'il faut faire quelque chose. Et 40% des salariés considèrent que la pandémie a eu un impact négatif sur leur équilibre psychologique. Donc on voit bien que à la fois le distanciel qui a été provoqué en anticipation et le retour au bureau a provoqué des vrais sujets de fond sur cet équilibre psychologique et donc il faut en prendre conscience. Au-delà de ça, de la partie charge mentale, on sait aussi que les collaborateurs se sont posés beaucoup de questions
et ont commencé à évoquer une quête de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Donc, en vrai, ils se sont posé des questions sur eux-mêmes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a ce qu'on appelle de la grande démotivation. Donc, c'est 40% des employés interrogés pensent démissionner dans les 3 à 6 mois en cause un retour exigé au bureau traditionnel gris ennuyeux. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, ils veulent revenir au bureau, mais ils ne veulent plus revenir au bureau comme avant. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'entreprise doit réfléchir aussi sa manière d'aborder le bureau. Donc, on a aussi 9 Français sur 10 qui s'ennuient au travail et 58% avouent s'ennuyer davantage au bureau qu'en distanciel. En vrai, ça rejoint la première stat qui est de dire à un moment donné, c'est bien de revenir au bureau, mais si c'est pour faire la même chose que chez soi, alors que chez soi, on a été très performant, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'il ne faut pas que je fasse autre chose? Donc, il y a une vraie réflexion de fond en disant, c'est quoi ma tâche de travail à la fois au bureau et c'est quoi ma tâche de travail chez moi ou dans un tiers-lieu. Donc, et puis, dernière stat, 31% attendent de la distraction pour décompresser après un travail intense. Donc, on voit bien qu'il y a des périodes, notamment distancielles, où, contrairement à ce qu'on pense, les gens souvent sont très productifs. Et quand ils arrivent sur le lieu de travail, alors on leur demande encore de continuer ça. Or, il y a besoin de se retrouver d'un point de vue collectif, d'amener du sens et de se retrouver aussi à passer un bon moment. Donc, quand on voit ces différentes stats, que ce soit sur la partie santé ou la partie quête de sens du collaborateur, on se pose des questions sur justement quels sont les enjeux pour demain dans ces immeubles de bureaux et pour ces entreprises qui vont les occuper. Alors, pour ça, moi, j'aime bien dire souvent qu'il faut créer dans l'immeuble de bureau de demain des lieux de destination et d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut donner envie aussi aux gens de revenir au bureau et de s'approprier les bureaux et s'approprier et de retrouver le sens vis-à-vis de leur entreprise et l'adhésion. Donc, il faut redonner donc de l'espace, de redonner de la valeur à l'espace professionnel. Pour ça, on a identifié 3 axes qui sont intéressants pour redonner cette valeur. C'est à la fois changer le sens dans la vie pro, donc c'est capitaliser sur la dimension sociale et créer une expérience attentionnée envers l'humain et attentive aux tendances. Donc c'est 3 dimensions et 3 enjeux qu'il faut prendre en considération pour commencer à redonner envie et redonner du sens au bureau et à ses occupants. Pour ça, Axel, donc tu es responsable prévention santé au sein de l'association et la santé. L'association a été une vraie action de terrain pendant cette période de Covid, justement auprès d'entreprises grands comptes qui ont eu dû opérer ces changements-là et qui ont été impactés, on va dire, par à la fois cette problématique de santé et de quête de sens et qui doivent amener des réponses, on va dire, à leurs collaborateurs. Donc, est-ce que tu as vraiment constaté dans cette période-là, justement sur le terrain, ces enjeux, enfin, ces problématiques et ces enjeux-là? Donc, absolument. Tous les chiffres que tu évoquais, on les a retrouvés par des remontées de DRH, de services santé au travail. On a vraiment des entreprises qui nous parlaient de démobilisation, même parfois de collaborateurs qui étaient pourtant, avant la période Covid, très engagés, très impliqués et qui ont littéralement décroché pendant la période Covid. Donc, il y a vraiment cette notion de reconquérir ces collaborateurs, les faire venir au bureau. Et pour ça, il faut ajouter du sens et de la valeur. C'est exactement ce que tu disais, mais ça, on l'observe complètement sur le terrain. Et il y a un vrai challenge à faire revenir et à revitaliser les bureaux et faire revenir les collaborateurs sur site. Et ça, c'est un phénomène que tu as rencontré sur les différentes typologies de segments d'entreprise, que ce soit de la tech, du luxe, de l'automobile. Globalement, on retrouve le même. Absolument. Il n'y a pas de différenciation en fonction des typologies de métiers. Non, toutes les entreprises et les partenaires avec lesquels on travaille, quel que soit le secteur, ont pu observer cette démobilisation des collaborateurs et cette difficulté de recréer du lien et avec un essoufflement de ce qui pouvait être fait en distanciel pour animer la vie sociale de l'entreprise. Donc, c'est partagé par tous les acteurs. D'accord, merci pour cet éclairage. On reviendra sur des cas concrets après, un peu plus loin, justement, qui permettront d'imaginer un peu plus ce phénomène et les réponses amenées par les entreprises. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et si on réanimait le bureau ou comment créer et faire bien vivre une communauté. Pour ça, Daniel, donc tu es directeur général de bien-être à la carte depuis de nombreuses années et même à la naissance de Convergence, on a eu l'occasion justement d'avoir une première collaboration ensemble. Et donc, tu es au cœur de ce sujet de ce qu'on appelle la réanimation, ou certains qui disent réenchanter le bureau. Je dirais que pour aborder le sujet, comment peux-tu déjà nous présenter rapidement qu'est-ce que bien-être à la carte, brièvement, et nous dire un peu comment tu observes cette situation depuis 2 ans à travers ce qu'on a évoqué juste avant? Alors,
Bien-être à la carte, merci pour l'invitation déjà et puis de participer à ce lancement du Wellness Lab. Je pense que c'est important d'avoir de la prospective pour guider les interrogations du marché actuel. Bien-être à la carte, c'est 20 ans d'expérience. C'est d'abord à la base un ADN hôtelier créé par le groupe Accor. Donc, on n'invente pas le service hôtelier d'aujourd'hui, on l'a dans notre ADN depuis des années et on sait ce que c'est que des signatures de services. On est aussi toujours dans l'observation des tendances. Ça, c'est extrêmement important pour nous d'accompagner. On a des outils qui nous permettent d'accompagner et de guider les évolutions. Si je regarde l'impact sur le Covid 2019, c'est très simple, c'est un accélérateur. On avait déjà des tendances, un marché qui bougeait, plus de flexibilité, plus de, je dirais, de digital, ça c'est clair, mais on avait déjà cette digitalisation, mais aussi beaucoup plus d'humain et d'accompagnement qui était souhaité par les collaborateurs dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment pour moi, le Covid, c'est un accélérateur d'usage. Ensuite, sur l'ennui précoce et les nouvelles exigences inhérentes à cette génération hypersensible, hyper connectée, hein, on a quand même des équipes, mais nous, on s'adresse à l'ensemble de la population d'une entreprise. Il y a des jeunes étudiants qui intègrent la vie et le monde du travail, mais il y a aussi des seniors. Et nous, c'est de servir tout le monde et de proposer des services à tout le monde. C'est extrêmement important. C'est aussi proposer des services d'animation du lieu de vie qu'est le bureau. Donc, voilà, sur la partie d'accord. Donc, présentation de bien-être à la carte. Oui, d'un peu les premières pistes d'ébauche. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, au fil des lectures ou même des rencontres que je peux faire à la fois avec des propriétaires immobiliers ou des grands utilisateurs qui occupent les immeubles, il y a des vrais sujets de réflexion de fond. Et ce qui est sûr, c'est ce qui ressort globalement, c'est qu'on a compris que le métier de service avait un rôle stratégique pour justement redonner du sens et réanimer le bureau. Pour cela, on a identifié 3 leviers pour animer le bureau. Pour lequel justement Bien-être à la carte va être un peu notre éclaireur et derrière Axel va pouvoir aussi nous éclairer à travers des cas concrets aussi sur ces sujets-là. Donc ce que je propose, Daniel, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet justement, quelle mutation s'est opérée sur les services pour animer les bureaux? Alors, si on veut animer les bureaux, il faut générer de l'intérêt, donc susciter de l'intérêt sur le back to work, tu en parlais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'on ne peut pas, les entreprises, attendre que leur personnel contribue à l'activité, mais il faut aussi que l'entreprise, ça soit un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage naturel sur les services et les produits qu'elle distribue ou qu'elle met en place, mais ça doit être aussi, nous, un lieu d'inspiration. Et c'est là où on va intervenir en termes d'animation et de contenu d'animation sur lequel on va amener de la culture, on va amener on va renforcer la créativité en faisant des animations inspirantes. Bien sûr, créer du lien, c'est vraiment pour nous Juste pour revenir à ça, en vrai, ce que tu dis, c'est que l'effet baby-foot et flipper, bah, que faisaient les entreprises pour dire ah, c'est super fun, c'est mort, entre guillemets. Il faut donner du sens à cette animation pour créer du collectif auprès des collaborateurs. Nous, on a un partenariat, par exemple, avec l'INMA, qui est l'Institut national des métiers d'art, et de présenter ce que fait un artisan dans sa qualité, c'est inspirant pour les équipes. C'est-à-dire que ça permet de sortir de son métier tout en se raccrochant quelque part à le bien, le beau, tout ce qui va être la transmission du savoir aussi, qui est extrêmement important dans les entreprises, avec des équipes jeunes. Et il y a des objectifs de transmission intergénérationnelle sur lesquels nous, on va contribuer par ça. Sur l'aspect du lien et du collaboratif, c'est vraiment, si je dois retourner au bureau, j'ai un travail individuel en télétravail. C'est là où je peux me concentrer sur mon travail, ma production individuelle. Par contre, quand je vais venir au bureau, je vais pouvoir trouver du lien avec des équipes que j'ai plus le temps de voir tous les jours. Vous savez, la pause café, on parle de la pause café, mais la pause café, je ne l'ai plus tous les jours. Et on sait tous que la pause café, c'est un échange important pour les gens, parce qu'on est des humains et qu'on a besoin d'échanger en dehors d'un cadre strict de réunion. De ça. Donc le lien, ça va être par des animations collectives. Et pour finir sur le dernier point qui nous paraît important, c'est les engagements. C'est-à-dire comment je valorise la culture d'entreprise, quels sont les marqueurs des engagements, on parle beaucoup de RSE, de ESG maintenant, donc sur lequel je vais pouvoir
en tout cas, engager des générations qui attendent ça, qui n'attendent que ça. Ils ont une prise de conscience qui est beaucoup plus importante maintenant, et donc ils attendent que l'entreprise participe dans ces engagements, et donc eux, ils se sentent impliqués. Et quand je suis impliqué et que je travaille avec mes collègues, d'abord, je les connais mieux, je les vois dans un autre cadre, ça reste le travail, hein. L'idée, c'est quand même que tous ces engagements et tous ces esprits collaboratifs et ces espaces collaboratifs permettent aussi de générer quelque chose au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas que pour le bien de la personne, c'est un meilleur équilibre entre vie pro, vie perso notamment. Et justement, une question qui me vient là-dessus, c'est comment justement les entreprises vis-à-vis de bien-être à la carte t'ont fait muter justement sur ce service-là en te faisant passer d'abord d'une approche qui était plutôt conciergerie dans un espace un peu fermé à une approche de service plus ouvert, hôtelier, hein, qui était l'ADN au départ de bien-être à la carte. Comment ça a basculé pendant cette période-là? Alors, ça a basculé aussi via l'impulsion de nos partenaires immobiliers. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment important. Alors, je dirais qu'on a autant ce besoin, je vais revenir sur l'hospitality management, mais j'irais, c'est vraiment le sujet de se dire je dois animer un lieu de vie et créer un univers serviciel sur un actif immobilier, mais pour le corporate, je dois avoir une démarche très intéressante en termes d'expérience sur le lieu de travail qui va partir de l'onboarding. On voit que les études américaines disent que 24 à 48 heures, des premières 24 à 48 heures d'un nouveau collaborateur, ça va lui donner une image de l'entreprise très claire. Donc ça veut dire que si le management n'est pas disponible pour les accueillir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et quelqu'un qui règle tous les premiers irritants des premiers jours, et ça c'est extrêmement important, et de valoriser les services pour un acteur qui veut valoriser son actif immobilier, d'avoir la promotion des services en interne est extrêmement important. Le rôle de l'hospitality aussi, c'est la coordination des services, c'est-à-dire qu'on doit être capable de ce côté humain, qui est la différence entre j'ai un outil de ticketing et je dis que ma clim ne fonctionne pas, et le fait que j'ai un humain qui va qualifier l'importance, la priorisation en fonction de l'événement. Ça, c'est important. Et j'ai besoin de moi de m'adresser à un humain pour dire c'est important. Ce n'est pas en disant c'est urgent que ça va être réglé. Et dernier point, c'est qu'on accompagne chaque moment de vie de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand je parlais de l'intergénérationnel, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a des jeunes étudiants qui intègrent la vie professionnelle. On a des jeunes parents. Ce n'est pas les mêmes besoins, hein. C'est pas les mêmes besoins qu'on va retrouver sur la prévention notamment. Ça va être aussi des situations difficiles de monoparental, de choses comme ça qui vont faire que les gens ont une perte de moyens. Donc on amène aussi du pouvoir d'achat dans les entreprises avec des services à prix compétitif. Et on est aussi on lutte contre le présentéisme, c'est d'avoir des gens qui sont présents au travail, mais qui ne sont pas mobilisés ou focalisés sur leur travail parce qu'ils ont un problème. Moi, par exemple, je suis en situation d'aidant vis-à-vis de ma mère, et c'est important pour moi de pouvoir avoir des solutions qui me permettent de me concentrer sur mon travail tout en prenant soin de ma mère. Donc ça, c'est des situations très concrètes, très pragmatiques qui permettent de... Ouais, si je comprends bien, globalement, c'est vrai que j'avais une stat, mais je ne l'ai plus en tête, c'est qu'un collaborateur, pour être fidèle à son entreprise, il faut qu'il soit promis dès le départ. Et qu'on voit que globalement, il y a souvent une adéquation entre j'ai été bien accueilli, je me sens bien dès le départ dans l'entreprise, je vais rester plus longtemps en termes d'employabilité dans l'entreprise, alors que souvent, quand c'est à l'arrache, je vais exagérer le trait, mais je suis accueilli, on ne me dit pas où je vais me mettre, etc. Et également, il y a une adhésion qui tout de suite décline, et on voit que c'est des gens qui quittent plus facilement l'entreprise On a fait l'effort de le coopter. Souvent, on a présenté, la RH a présenté pour préparer son intégration, a présenté l'entreprise. Et le premier jour où ils ne se sont pas accueillis. Donc, on a perdu beaucoup d'effets, beaucoup d'investissements. Et ça marche autant pour la fidélisation. C'est-à-dire que dans le temps, il va falloir qu'on puisse m'assurer qu'on prend soin de moi. Donc, prendre soin des autres est notre première mission. Justement, Axel, je vois acquiescer, c'est des sujets que vous avez rencontrés auprès de ces grandes entreprises, ces questionnements, ces évolutions qu'évoque Daniel. Oui, absolument. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est vrai qu'on observe qu'il y a un vrai sujet pour apporter de la valeur et du sens aux collaborateurs dès le départ, dès leur arrivée, mais tout au long de leur parcours dans l'entreprise, et il faut que l'entreprise puisse avoir un état d'esprit care, c'est-à-dire vraiment être dans l'accompagnement, notamment ce qui a changé avec la crise sanitaire, c'est aussi un intérêt croissant des collaborateurs sur tous les sujets
santé et bien-être. Oui. Donc, c'est aussi une présence sur ces thématiques-là plus forte. Et on l'observe à travers les ateliers qu'on organise avec un intérêt croissant pour tout ce qui est sujet santé well-being. C'est important ce que dit Axel, parce que en fait, on voit bien que les salariés rendent quelque part un peu responsables leurs entreprises de leur bien-être et de leur santé. Ça, c'est vraiment une évolution qu'on a vue apparaître il y a environ 3 ans, mais qui s'est renforcée. Et on voit bien qu'avec des partenaires comme la Santé, on peut proposer des webinaires, on peut des animations présentielles qui permettent justement de rendre concret cette promesse de prendre soin des gens et de l'entreprise. Et là, je dépasse la partie TMS et la partie risque au travail, qui est vraiment la médecine du travail. Ça, c'est pas notre domaine. Ça, c'est quelque chose qui était déjà ancré dans les entreprises, souvent les grands comptes, parce que c'était, voilà, entre guillemets, ça devient une norme. Donc, mais on voit que ça, ce qu'on évoque est plutôt des sujets nouveaux qui touchent à l'individu en tant que tel. Donc, et justement, quand on voit cette mutation justement des services et derrière le métier qui évolue, moi, je me pose la question aussi de quel impact, entre guillemets, sur les compétences attendues et quelle mutation, justement, même pour une entreprise, même comme bien-être à la carte, parce que le but, c'est quand même, il faut suivre les évolutions et les demandes du client. Alors, d'abord, on est une entreprise très humaine. On a 75% de nos équipes qui sont des femmes, qui font un temps partiel choisi. C'est extrêmement important. On est signataire charte de la diversité, de charte de la parentalité, parce que on a régulièrement, moi j'ai un carnet rose que j'appelle dans l'entreprise, et du coup on a régulièrement environ 6 ou 7 collaboratrices qui sont dans leur rôle de mère de famille, et nous on adore ça, parce qu'en fait ça nous permet de mieux comprendre les enjeux de nos clients et de nos populations à servir. Donc le premier point, c'est simple, c'est l'empathie. C'est d'abord de comprendre, de se mettre à la disposition de chaque salarié, de chaque entreprise, du coup, de comprendre leur culture et de pouvoir s'adapter, entre guillemets. Ça, c'est bien-être à la carte, c'est vraiment le nom. Le deuxième point, ça concerne vraiment notre qualité, notre signature de service en termes hôteliers. Tout le monde a apprécié d'être servi très discrètement au restaurant, à l'hôtel. On ne vous voit pas. Nous, on ne doit pas nous voir, on est très discret, on est dans le secret des dieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une personne va exprimer ses problèmes personnels, donc on doit être discret. Et la proactivité, pour nous, est extrêmement importante parce que ça va nous permettre de devancer les attentes. En fait, vous êtes très content quand il vous manque un couvert à table, que le serveur arrive et vous glisse la bonne. Donc ça, c'est le niveau que j'attends avec nos équipes pour avoir un service, une excellence opérationnelle. Donc ça veut dire que la sélection et les soft skills qu'on va faire dans les entretiens de recrutement vont guider ça. On est même en train de travailler avec une start-up suisse pour avoir vraiment être capable de screener ces soft skills sur les personnes qui seront gérées, qui prétendront. C'est ça, les CV que tu reçois. Le dernier point, c'est la communication. C'est extrêmement important parce que si on parle d'animation, il faut que je sois quelqu'un d'ouvert, il faut que je sois quelqu'un qui soit capable de rassembler les personnes, de créer l'événement. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est aussi dans le rôle de l'hospitality, il ne faut jamais l'oublier, c'est que c'est le coordinateur des services. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un univers serviciel à disposition du multitechnique, du multiservice et tout ça, mais il y a un moment donné, c'est votre hospitality qui va prioriser, j'en parlais tout à l'heure, sur la priorité des demandes à traiter, mais c'est aussi, il va pouvoir, à ce moment-là, faire que tout cet univers des multiservices et multitechniques soit à sa disposition. Donc ça demande beaucoup de tact, ça demande un sens de la communication pour mobiliser au bon moment, au bon endroit la personne. Ça, je reparlerai tout à l'heure de l'expérience opérationnelle, j'ai quelques exemples à vous donner, mais voilà, c'est vraiment ces 3 points-là nous semblent importants pour sélectionner et offrir le meilleur service. Et justement, quand tu étais au petit déjeuner, parce qu'on a eu la chance d'avoir un petit déjeuner par notre chef exécutif, mais très healthy, très tendance, donc vous pourrez découvrir après dans le replay, on échangeait justement sur le fait, parce que tout ça est beau, mais ça coûte de l'argent à un moment donné. Ouais. Donc, et justement, quand on échangeait, on se disait, mais est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, les entreprises ou les propriétaires sont prêts à payer, entre guillemets, cette prestation-là qui quand même est un peu plus coûteuse qu'une prestation classique? Alors, là, c'est vraiment un très bon sujet de la rationalisation. Ce qu'on a vu, c'est les fausses bonnes idées. C'est-à-dire que typiquement, je me dis, je vais avoir dans mon entreprise du télétravail, donc je vais réduire les horaires de la conciergerie. Mais là, on réduit l'accès au service. Ça veut dire qu'on condamne des gens qui sont sur les jours de télétravail
ça n'a pas de problème. Mais quand ils viennent en présentiel et qu'ils n'ont pas le service, c'est pire. Donc en fait, plus justement on a de besoin de renforcer l'esprit service et de renforcer les services dans l'entreprise, moins il faut réduire ça. Donc, ce n'est pas un bon budget. Le deuxième, je parlerai vraiment aux immobiliers, c'est qu'on voit des superbes immeubles, un gros travail sur des investissements considérables sur les aménagements, sur les choses. Mais n'oublions pas que le service, si vous ne le mettez pas au bon niveau, d'abord, vous n'avez pas une promesse réelle de rationalisation vis-à-vis de vos clients. C'est-à-dire que si je prends un ensemble immobilier moyen, on est entre 3 occupants, 3 locataires et 7 ou 8 locataires. Ce qui se passe, c'est que vous divisez le budget par 5 en moyenne. Donc, ça vaut le coup. Ça, vous promettez à vos clients, quand ils rejoignent, d'abord d'avoir un super service et deuxièmement, d'avoir une rationalisation divisée par 5 s'ils devaient eux-mêmes mettre les services rien que pour leur entreprise. Donc, c'est vraiment une opportunité de valoriser l'actif immobilier, mais c'est aussi de donner du sens en disant, je vous fais une promesse, vous avez un super immeuble, mais il n'y a pas de service. Donc, c'est cet arbitrage et on voit que des fois, pour une réduction de charge qui est vraiment faible, il suffit d'expliquer en quoi le budget va coûter à l'entreprise si elle développe elle-même ses services. Donc, j'invite vraiment tous les acteurs de l'immobilier à venir et en discuter pour optimiser le service. Et je rappelle qu'un hospitality manager, il fait aussi la promotion de l'immeuble. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour accueillir des nouveaux locataires, des visites avec les commerciaux, pour mettre en avant justement, pas que ce qu'on peut voir, mais ce qu'on aura aussi comme expérience dans l'immeuble. Donc arrêtons de penser budget charge, pensons valeur apportée par rapport à l'actif immobilier. Donc, ok, on va rentrer un peu plus dans des cas concrets, parce que ça permettra d'imager, sachant qu'on a travaillé sur des cas concrets qui étaient à la fois sur cette notion de collectif, de santé et d'expérientiel. Donc, alors sur Axel, justement, j'aimerais bien partager avec toi 2 cas concrets sur la notion de collectif. Et pour ça, sur le premier cas concret, quand on avait échangé, tu m'avais parlé d'une démarche justement d'une entreprise, d'un groupe de luxe, donc qui avait mis en place une démarche de collectif présentiel. Parce qu'on parlait beaucoup de distanciel, mais très axé justement sur ce présentiel, pour redonner du sens. Oui, tout à fait. Et c'est là où on voit aussi l'intérêt et l'importance du présentiel, c'est que ce grand groupe du luxe a tenu à organiser des ateliers en présentiel pour ses différents collaborateurs. Et en fait, la particularité, c'est qu'ils ont des sites éclatés dans Paris. C'est une vingtaine, tu m'avais dit. Une vingtaine même sur quelques arrondissements. Ouais. Donc, les collaborateurs sont parfois à quelques rues les uns des autres selon les sites, et pourtant ils ne se croisent pas. Et l'atelier auquel je pense, on a eu des vraies rencontres entre les collaborateurs qui parfois travaillaient depuis 20 ans dans le groupe et s'étaient jamais croisés. Et c'est aussi ça l'intérêt de ces moments de rencontres autour de sujets qui vont réunir les gens et leur faire partager des intérêts communs. C'est de recréer du lien et reconquérir les collaborateurs et renforcer le collectif. En vrai, la période Covid a eu du bien dans le côté, en se posant les vraies questions, qui est de dire, est-ce qu'on peut pas se faire rencontrer les gens pour justement qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils puissent partager après, au-delà de cette rencontre physique, c'est de repartager des moments en dehors. Donc, exactement, en dehors et avec des gens qui ne se seraient pas forcément croisés autrement. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième cas concret, c'est plutôt l'inverse, où le travail a été fait sur du collectif distanciel avec une société de l'agro, donc qui justement a essayé de recréer de lui-même avec le distanciel. Donc, oui, parce par nature, elle est très internationale, donc avec des collaborateurs vraiment sur les 5 continents, et donc le distanciel était la réponse la plus évidente pour des ateliers autour de la santé. Et ce qu'on a observé, c'est que là aussi, on peut créer du collectif et de la réunion avec vraiment un temps fort où on avait plus de 600 participants de toutes les nationalités. Et il y a une énergie aussi qui s'est créée parce qu'il y avait un sujet qui intéressait les gens, une empathie de l'entreprise qui voulait accompagner les collaborateurs sur un sujet santé, bien-être. Et donc, il y a vraiment aussi en distanciel une dynamique qui a pu se créer entre les collaborateurs. Et c'était facile de faire du distanciel avec 600, parce que c'est quand même énorme. Ça demande une certaine technique et surtout d'avoir les bons intervenants qui savent comment capter l'attention des participants en distanciel. C'est tout un art. D'accord. Donc, en vrai, si je résume un peu, c'est que le collectif peut être aussi bien en présentiel, en distanciel ou en hybride, en mixte, sachant que l'objectif est de faire se rencontrer les occupants et de créer de l'échange.
parce que ce que j'appelle d'humaniser la relation, c'est ça l'intérêt. L'entreprise essaye de recréer du sens entre les collaborateurs pour justement mettre du sens avec l'entreprise. Donc, Absolument, c'est vraiment le but. alors, on va partir maintenant sur l'axe un peu plus santé, parce que c'est un axe, comme on le disait avant, où les collaborateurs sont plus attentifs et attendent des choses de la part de l'entreprise sur cet axe santé, axé sur le collaborateur. Et j'aimerais qu'on partage justement aussi 2 cas concrets. Un premier cas concret que l'association a travaillé avec un grand groupe d'assurance sur l'accompagnement à la prévention, mais personnalisé. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on va directement à l'individu. Donc, ça consistait en quoi? Alors oui, ce qu'on observe depuis post-Covid, c'est vraiment un focus sur les sujets santé, le bien-être évidemment, mais par l'approche santé qui est renforcée. Et donc, on a par exemple cette grande entreprise assurantielle qui a souhaité proposer à l'ensemble de ses collaborateurs de plus de 40 ans des bilans de santé personnalisés, très complets, pour vraiment renforcer l'accompagnement sur ce sujet qui est devenu une vraie attente des collaborateurs. Oui, ça me rappelle un sujet que moi j'avais traité il y a très longtemps avec PSA, qui était un sujet sur le nutritionnel, parce que dans les sites industriels, le but c'était, souvent on mange quand même, quand c'est du 3-8, on mange quand même assez costaud, sauf que ça avait des impacts sur le physique et qu'il fallait faire attention à l'individu. Pour que derrière il y ait moins de risques cardiovasculaires, que derrière il y ait aussi un bien-être sur la durée et éviter des problématiques liées à la santé. Donc c'est-à-dire que l'entreprise commence à vraiment mettre en démarche ce type de démarche. Donc, sachant que sur le deuxième cas de figure qu'on avait évoqué, tu m'avais parlé justement d'une société du BTP qui travaillait plutôt, alors autant la première travaillait vraiment sur l'individu, donc chacun a un bilan un peu spécifique, là dans une démarche qui était plutôt collective aussi pour que l'ensemble soit dans le même move, entre guillemets. Donc, oui, absolument. Où là, la démarche était de proposer un accompagnement sur tout ce qui est risque cardiovasculaire, parce qu'ils avaient rencontré des problématiques sur des chantiers et qui voulaient vraiment adresser ce sujet et sensibiliser les collaborateurs qui étaient plutôt assez éloignés de ces problématiques et de la prévention. Donc, c'était vraiment là une démarche d'accompagnement d'une entité pour les accompagner. Et les résultats de cette campagne de prévention ont vraiment montré qu'il y avait un intérêt clair et urgent à sensibiliser les collaborateurs qui n'avaient pas forcément pris toute la mesure des risques pour certains qu'ils encouraient. D'accord. C'était vraiment important. Donc, si je résume, globalement, la santé et l'accompagnement collaborateur apportent de l'adhésion à l'entreprise parce qu'on fait attention à moi, donc ça veut dire Exactement. Que je vais être plus fidèle à mon entreprise. C'est le côté personnalisation des sujets dits sensibles, parce que c'est vrai que l'entreprise ne mettait pas forcément le doigt, entre guillemets, sur ces sujets en disant « Oh là, le collaborateur, si je rentre dans sa vie privée ou dans ses problématiques, ça va me créer plus de problèmes que d'opportunités. » On dirait que le schéma vient de s'inverser dans le cadre des entreprises par rapport à ça, c'est-à-dire je dois prendre en considération l'individu et plus faire de la masse, je vais exagérer, et des sujets, on va dire, très lointain. Oui, c'est vraiment rentrer au cœur des préoccupations des salariés. C'est vraiment à adresser. Merci. Alors, pour terminer sur les cas concrets, on parlait d'expérientiel, parce qu'on a parlé de collectif, de santé, mais on voit bien que le sujet aussi de l'effet à la fois au-delà waouh, c'est vraiment que les gens se sentent bien, et comme on disait, quand ils arrivent, les premiers jours sont clés, entre guillemets, pour être bien accompagnés dans le cadre de l'intégration dans l'entreprise. Et pour ça, on a deux cas concrets qui sont un peu différents. D'abord, c'est vrai qu'on parle beaucoup du mot hybridation du poste de travail, mais au-delà du poste de travail, il y a l'hybridation de l'immeuble. Mais l'hybridation des lieux et services, on va dire, sont aussi impactés dans l'immeuble parce que l'usage est en train de se transformer. Et je crois que tu as un exemple justement d'une société de la tech, justement, qui a intégré cette notion d'hybridation des services et des lieux. Alors oui, c'est une entreprise de la tech, dans les télécoms pour être précis, mais effectivement, ils avaient une problématique qui était évidente au back to work, parce qu'ils avaient l'ensemble de leurs équipes qui étaient passées en mode télétravail, ce qui est très facile dans ce métier-là, puisqu'ils ont tous les outils nécessaires. Et du coup, le gros projet qu'on a fait avec eux, c'est de mettre en place un gros programme événementiel d'animation pour faire revenir les gens. On voit aussi que là, dans ce cas d'espèce, on a du corpo working. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est-à-dire que c'est un groupe mondial, donc il a besoin de faire venir ses équipes internationales, qu'elles se rencontrent.
ça soit un outil, un démonstrateur des services. Et c'est là où nous, on va renforcer. On a fait un Family Day aussi, par exemple, parce que ça, c'est important. On est quand même dans la sphère privée, parce que quand on parle de Family Day, mais si je suis fier et si je veux développer le sens d'appartenance, il faut aussi que je puisse, moi, en tant que salarié, montrer à ma famille que je travaille dans un endroit sympa, avec un employeur constructif, où je suis dans un lieu de vie, de travail, avec un bureau à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est une partie de l'estime de soi-même qui est renforcée dans ces cas-là, et l'appartenance est importante. Donc ça, c'est vraiment sur l'hybridation. Sachant que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une boîte qui pourrait faire beaucoup de distanciel. Oui. Parce que clairement, c'est une boîte de la tech, donc qui serait plutôt dans la culture, mais qui justement favorise le présentiel pour des questions d'adhésion, d'image et de volonté de faire fédérer les gens entre eux. Oui, dans les télécoms, il y a une culture de l'événementiel qui est assez forte. Donc c'est aussi important de voir. Il y a une récurrence de nouveautés, d'innovations technologiques sur lesquelles il y a besoin de mettre à niveau régulièrement les équipes. Donc ça veut dire qu'il faut passer du temps ensemble, d'abord dans la création, puisque pour qu'il y ait des nouveaux services, il faut qu'il y ait de la création, mais surtout, après, c'est comment je le partage, comment je travaille, alors que j'ai pu travailler individuellement chez moi, comment je vais partager avec les équipes de créativité et donner du sens à mon travail. Sachant qu'elle est ouverte en plus sur le quartier, ce que j'ai compris, Ouais. c'est qu'elle s'ouvre sur le quartier. Voilà. Donc, la notion de sharing des espaces et de la réutilisation des espaces qui est assez intéressante, avec des limites qu'on a pu percevoir, sur lesquelles on pourra amener des réponses si on a des questions sur le sujet. Sachant que je sais que dans le deuxième cas de figure, qui est un dossier où vraiment, là, la notion d'excellence opérationnelle qu'on évoquait avant avait beaucoup de sens dans cette boîte du luxe. Alors oui, c'est un grand groupe du luxe. On a mis en place des hospitalities sur chacun des sites. On a aussi des concierges, bien entendu, mais on a des hospitalities, et ça permet effectivement d'avoir un haut niveau d'excellence opérationnelle, haut niveau de service. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que c'est un groupe de luxe, c'est parce que le niveau d'exigence du service nous, on va promettre à notre client doit être exceptionnel. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple, tout le monde l'a vécu, je veux démarrer une réunion, je n'arrive pas à me connecter, il manque quelque chose, il faut que j'appelle le multiservice. Ça, on l'a tous vécu. Nous, dans ce cadre-là, il n'y a pas une réunion qui démarre sur des réunions importantes. On va mettre notre hospitality qui va veiller, quitte avec un régisseur sur un amphithéâtre, qui va veiller à ce que ça démarre jusque le premier slide à passer. C'est-à-dire qu'on ne dit pas j'ai tout connecté, tout va bien, et puis je repars dans mon espace multiservice. Mais là, je vais aller directement attendre avec le client. Il y a quasiment le doigt sur le bouton pour faire pour les slides. Et voilà, il arrive même qu'on fasse la manipulation pour le client. Ça, c'est la grande différence. Est-ce que je prépare les choses et s'il est arrivé un problème, nous, on veut faire bien dès la première fois. Ça, c'est notre leitmotiv, on fait bien dès la première fois. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'expérience opérationnelle. Et on va jusqu'à, par exemple, veiller à ce que les carafes dans les salles de pause soient sèches, qu'il n'y ait pas de traces de gouttes d'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends soin des personnes. Ça veut dire que j'ai veillé à ce que tout ce que je vais toucher est propre. L'enjeu sanitaire est extrêmement important, mais là, ça va être vraiment de se dire que ce haut niveau de service, il est attendu. Donc, tout ce que je disais sur les soft skills sont extrêmement importants pour que nos équipes elles aient cette démarche assez spontanée et naturelle, que ce ne soit pas quelque chose sur lequel on soit obligé de veiller. Ils sont autonomes, ils sont sur les sites, au milieu de nos clients, et c'est important de veiller à ça. Mais c'est ce niveau d'excellence du service qui est important pour nous. Donc, si je devais résumer, l'hybridation des lieux des services avec de l'animation devient un enjeu clé, mais le sans souci devient aussi la norme pour les services développés dans l'immeuble et pour les locataires, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que les gens sont bien, c'est le côté irréprochable de ce qui va être délivré en termes de service. Donc, devancer les attentes. C'est surtout devancer les attentes. Un service exceptionnel, c'est un service qui fait que j'ai même pas eu besoin de demander. Donc ça, c'est vraiment le cran que nous, on veut. Et si on dit qu'on se lance dans l'hospitality, nous, on la pratique depuis des années, mais c'est vraiment ça le niveau qu'on souhaite, nous, apporter à nos clients, qu'ils soient immobiliers ou corporate. Sachant qu'en ligne, je n'ai pas dit, vous pouvez poser des questions. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait déjà sur le chat. Donc, alors, pour conclure un peu ça, et puis après, on prendra les questions. Je dirais que le Covid et le télétravail ont fait muter les organisations de l'entreprise, qui ont impacté les outils et les espaces, ainsi que les services. Donc, mais l'enjeu de demain est la prise en considération de l'humain de manière plus personnalisée. C'est ce qu'on voit à travers ça, c'est qu'il faut faire attention à l'individu en tant que tel. Je suis quelqu'un dans l'entreprise. Donc un vrai défi de change management et de la réanimation
des bureaux, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on parlait dans le temps, on parlait d'effet baby-foot qui ne sert plus à rien, c'est la personnalisation de l'individu et ce qu'on va lui amener et le fait qu'on lui donne du sens à revenir au bureau. Je ne sais pas si vous avez un mot aussi pour résumer. Sur l'effet baby-foot, c'est clair, je rebondis sur le mot parce que, en fin de compte, moi j'ai un exemple très concret en mémoire sur une banque sur lequel ils avaient fait une très belle plage, comme, avec des cocotiers, tout ça. Sauf que c'était sur le chemin du RIE et quand les directeurs passaient, tout le monde se relevait de sa chaise. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un exemple très concret de dire il faut s'adapter à la culture d'entreprise. On est là pour travailler, il n'y a pas de doute là-dessus, ça c'est un vrai sujet. Mais les moments de plaisir, il faut que tout le monde soit participatif, du dirigeant jusqu'au collaborateur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment là où nous, bien-être à la carte, on a un rôle de conseil, un rôle d'accompagnement, c'est qu'on va pouvoir justement calibrer, mesurer cette performance de la satisfaction des collaborateurs. Et Axel, justement, enfin, par rapport à ce résumé-là, entre guillemets, vous qui vivez au quotidien avec ces grandes entreprises, que vous êtes acteur aussi de la démarche, vous sentez bien ce côté individu, on va dire, et personnalisation? Bah, absolument, oui, c'est vraiment replacer l'humain au cœur du projet de l'entreprise, créer des moments et des émotions et recréer du collectif autour du projet de l'entreprise et du lieu en tant que tel qui doit être réinventé avec. Donc maintenant, c'est les questions. Lucie qui gère les différentes questions et qui les filtre, entre guillemets, pour pouvoir structurer des thèmes. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as comme… C'est en cours de chat, donc on attend les questions avec impatience. Peut-être qu'ici… Alors déjà, autour de table, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet qu'on a évoqué? Peut-être une question sur avoir un état un peu du marché, vous l'évoquiez, parce que ça, c'est des questions de fond Oui. Qui existent depuis de longues années. Cyril évoquait la dimension économique, et on avait en fait… Oui, c'est ça, l'enjeu. Qui ne passait pas le pas pour des raisons économiques. Est-ce que là, en sortie, ça va faire quoi maintenant, quasiment 24 mois, est-ce qu'on sent que les entreprises sont prêtes à inverser le curseur et enfin, je sais pas, comment se situe le marché d'un point de vue volonté économique sur ces sujets-là? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, c'est encore un marché en interrogation. Où je pense que la valeur conseil a vraiment du sens maintenant, sur lequel on est capable d'expliquer des cas concrets, de projeter, parce que le budget vient naturellement du niveau de service que je vais pouvoir donner à mon actif immobilier ou ce que je veux faire pour mes collaborateurs, et c'est très variable. Nous, on doit moduler ça. On est prêt à le moduler en fonction. Notre rôle, c'est vraiment de conseiller en disant attention, il y a des fausses bonnes idées. On va vous dire pourquoi c'est des fausses bonnes idées. Et donc, on est plus, nous, dans une démarche de conseil. Après, les enjeux de retour au bureau sont vraiment, ça, c'est la priorité des priorités. C'est comment je fais revenir mes équipes, comment je les anime, comment je ne vais pas m'ennuyer au bureau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le parcours de vie, c'est de suivre les collaborateurs, y compris quand ils partent de chez eux, en mobilité douce, ce genre de choses, où on va amener des services. On est vraiment dans des facilitateurs, des simplificateurs de la vie, qui va permettre de gommer ces aspects d'irritants qu'on rencontre dans la vie. Donc ça, c'est vraiment notre sujet. Donc moi, je dirais principalement, le marché actuellement, pour moi, il est encore un peu en veille, et il y a un certain nombre d'actions qui se réaniment naturellement, des budgets qui ressortent, ont été mis sous cloche, on va dire, enfin parce qu'il n'y avait pas non plus matière à les dégager, mais oui, le marché repart et on voit des appels d'offres fleurir, en tout cas des dossiers qu'on voit ressortir, ça c'est clair. Alors, je vais mettre ma casquette, je vais enlever ma casquette Wellness Lab, je vais mettre ma casquette Convergence aussi pour répondre à ces questions-là qui est intéressante. Ce qu'on a vu depuis 24 mois, c'est le phénomène télétravail a provoqué souvent une réduction de surface dans les bureaux. Alors, j'ai eu deux phénomènes. Il y a eu un phénomène de monolocataires qui devenaient multi, parce qu'ils ont réduit leur surface, et ils ont été très exigeants vis-à-vis du bailleur en disant « je vous redonne cette surface-là, mais je veux un immeuble sans souci, parfait, etc. » Donc souvent, on a dû mutualiser des prestations pour amener un budget maîtrisé, mais amener plus de services. Pour le même budget, on a plus de services, globalement. C'est qu'à un moment donné, l'accueil va gérer aussi l'hospitality, avec la partie, il y a le barista. Enfin, on voit bien que plein de choses se passent dans ce côté partie commune qui commence à devenir de plus en plus performante. Moi, j'appelle ça, c'est de la partie privative complémentaire, et puis de la partie commune. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et après, il y a le phénomène aussi d'entreprise qui
réduisent leur surface, mais qui disent je suis obligé j'ai réduit mes surfaces, donc j'ai fait un gros coût immobilier, il faut être très clair, hein. Le poste de travail du mètre carré coûte cher, mais en réduisant mes surfaces, je régénère entre guillemets un budget qui me permette de créer un espace de bureau différent. Donc je dois y amener, donc ils lâchent de l'argent en ce moment pour mettre du service, et même sur des immeubles, nous on traite des immeubles aujourd'hui qui font de 3 000 à 5 000 mètres carrés, qui pourtant il n'y a rien d'habitude, et on voit cette notion de budget et de service avec ce lien social. Donc cette hospitality, après, on l'appelle comme on veut, mais on voit bien que ce métier-là est en train d'arriver. Mais il va gérer aussi bien dans ces petits immeubles un espace restauration alternatif, à la fois qui va être l'animateur avec de l'événementiel. Enfin, il va gérer les salles de réunion. Enfin, il est en train de se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que les budgets sont en train d'arriver, mais on va dire c'est des nouvelles approches budgétaires. Donc, je dirais que c'est, alors moi je dirais que c'est plus sous cloche. C'est des sujets. Il n'y a pas de référentiel marché dans ces nouvelles approches. On voit bien que c'est en train de bouger énormément et qu'on raisonne plus sur les mêmes codes, à la fois sur les sujets de restauration, de service à l'occupant, et on voit que c'est en train de muter fortement. Donc, alors, il y a une autre question qui est posée en chat qui dit justement, est-ce que c'est facile à un collaborateur de parler de ces sujets plus perso et c'est quoi la manière de l'amener à faire le premier pas? Alors, ça, c'est vraiment, je parlais tout à l'heure des soft skills, la discrétion. Ça, c'est vraiment, nous, on n'est pas le concierge d'immeuble, si on est plutôt le concierge hôtelier. Donc, voilà, donc c'est cette différence qui fait, c'est vraiment la discrétion. On a une relation très intuitive personnelle qui s'établit entre le... Je vais vous donner un exemple très concret. On a une continuité de service, c'est-à-dire qu'on a des assistants personnels qui prennent le relais quand votre conciergerie ferme sur site. Si vous avez fait un format horaire réduit, on va reprendre des appels et on va prendre avec de l'humain, toujours de l'humain, et pas que du digital. Il y a bien sûr l'application. Et à ce moment-là, on voit que 50% des appels sont raccrochés parce que je ne vais pas tomber sur mon concierge. Parce que nous, on a un message de prédécroché. Et donc, effectivement, la relation est très intuitive personnelle. C'est pour ça aussi que le pur digital en conciergerie ne fonctionne pas si bien que ça. On l'a vu et c'est pour cette raison-là. C'est que je ne veux pas me confier, je ne veux pas confier ma vie, en tout cas, je ne veux pas confier l'anniversaire de mes enfants à quelque chose que je ne touche pas du doigt ou si je n'ai pas un humain en face. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, mais j'avais justement une deuxième question qui est posée sur le chat, qui est de dire justement, est-ce que le digital n'est pas une solution qui permet d'optimiser et d'agglomérer tous les services dans un immeuble? Je dirais, le digital remplace l'humain globalement, ou est-ce que les deux vont de pair? Est-ce que le digital est plutôt le support? Enfin, voilà, il y a des questions qui sont dans cet univers-là. Alors moi, je parle plutôt de complémentarité, mais je pense qu'on ne peut pas du tout remplacer l'expérience faite, et on a beaucoup de cas concrets et démonstrateurs sur le sujet, c'est qu'effectivement, on ne peut pas remplacer par que du pur digital. Ça, c'est vraiment un vœu pieux d'optimisation, mais du coup, vous ne promettez pas du tout le même service aux occupants. Donc ça, c'est... Et puis, on est des humains, on a besoin de discuter avec des humains, ça, c'est fondamental. Et donc, si vous dites, je vais m'occuper des humains et je vais les mettre en face du digital, je ne suis pas sûr que vous ayez le bon niveau de réflexion, en tout cas la bonne démarche. C'est intéressant en termes d'optimisation financière. Moi, je parle de complémentarité. Typiquement, je vais réduire peut-être la vacation d'un concierge, d'un community, d'un hospitality, parce que je vais avoir des casiers connectés pour faire du relais. Mais là, je vais utiliser les horaires moins fréquentés, mais indispensables, qui vont faire que je vais avoir... Donc, c'est plus de la complémentarité entre digital et humain. Mais l'un ne remplace pas l'autre. C'est pas possible. Enfin, et nous, on est vraiment une société à vocation humaine parce que c'est notre ADN et c'est aussi notre engagement. Alors, j'ai une autre question sur le chat qui est plutôt pour Axel, qui dit est-ce qu'aujourd'hui l'association ELA Santé intervient sur des immeubles multilocataires pour le compte d'un propriétaire pour justement mettre en place des sujets soit ateliers, soit justement de la personnalisation santé sur les immeubles? Oui, justement, avec Bien-être à la carte, c'est ce qu'on a pu, c'est ce qu'on peut faire, et on voit que ça fonctionne très bien, qu'il y a plusieurs entreprises qui sont réunies autour d'une même thématique, que les collaborateurs sont très actifs sur les chats, échangent, et donc oui, c'est tout à fait possible, et c'est aussi un des intérêts. On parlait de recréer du collectif entre des différentes entités d'une même entreprise ou entre différentes entreprises au sein d'un bâtiment partagé où il faut aussi renforcer les liens. Alors, c'est vraiment sur les sujets, il y a des sujets qui se prêtent justement aux multilocataires et des sujets sur lesquels une entreprise locataire
va nous mobiliser pour développer quelque chose de particulier, que ce soit sur la santé, que ce soit Oui, sur par rapport à la son qualité de vie, entreprise et son par rapport à son besoin. entreprise. Mais globalement, oui, on est capable, et c'est nous, notre rôle justement, d'aller chercher les meilleurs intervenants avec la santé, par exemple, pour, j'irais, proposer, faire cette proposition. Mais là, on va rester sur des thématiques assez génériques, mais importantes, somme toute, et ce qui va créer du lien. Et puis après, on a des animations pure digitale sur lesquelles on peut mixer. On a un calendrier de l'Avent digital, par exemple, qui est très plébiscité. Et ça, effectivement, on l'offre à l'ensemble des locataires. Donc, c'est aussi l'intérêt. À la fois, je parlais de la rationalisation économique, d'avoir un seul interlocuteur pour plusieurs entreprises. Oui, ce qu'on n'a pas dit à un moment donné, c'est que l'association à la santé, en vrai, a des experts et des, Ah oui. entre guillemets, sur différents univers qui permettent justement d'accompagner sur ce sujet de santé, c'est ça? Absolument, oui, des intervenants sur les différentes thématiques de prévention, Ouais. surtout ce qu'on appelle les thérapeutiques non médicamenteuses, dont le bien-être, la gestion du stress et du sommeil, c'est fondamental en termes de prévention. Et donc, on fait appel à des intervenants qui ont ce sens justement de créer de l'animation, la pédagogie pour aller intéresser les collaborateurs sur ces sujets-là. Oui, ça, c'est des sujets moteurs, ce que j'entends, la partie. C'est vrai qu'on n'est pas entré dans le vif, la partie sommeil, et, parce que pour le bien-être, on va dire, c'est qu'il faut aussi bien gérer son sommeil, parce que le stress peut provoquer des problématiques sur cette thématique-là. Oui, et puis on voit avec l'ère post-Covid que les troubles se sont renforcés en termes de stress, de sommeil, c'est très parlant. Et d'ailleurs, quand on regarde les ateliers qu'on organise le plus souvent, on est passé progressivement d'ateliers plus activité physique, pour yoga par exemple ou autre, à des ateliers vraiment autour des outils concrets pour mieux gérer son stress. Ok, bah, merci beaucoup. Donc là, on arrive à la fin. Déjà, je voudrais remercier les personnes qui se sont connectées sur la plateforme. Déjà, c'est sympa pour une première. Voilà, les partenaires qui sont venus aussi dans nos beaux bureaux, qui ressemblent plus à un appartement qu'à des bureaux. Donc, je vous invite à ceux qui veulent découvrir le lab à venir dans nos bureaux. Et puis, Daniel et Axel pour leur participation, donc à la fois Bien-être à la carte et l'association et la santé. Et puis, je remercierai aussi Lucie, Alexandre et puis Franck Beck qui ont toute la partie logistique, petit déjeuner et autres opérés pour ce premier événement qui est. Alors, excusez-nous pour peut-être la partie technique qui n'a pas été idéale, mais on s'améliorera dans la durée avec les petits déjeuners, les conférences et tout ce qui va arriver avec le lab. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.